Bienvenue à tous, vous écoutez Dans la tête des hommes, le nouveau podcast d'Euronews qui bouscule les masculinités à travers 5 pays africains. Je suis Arwa Barkala et nous vous avions proposé un épisode en 2 parties sur les violences de genre au Burundi où un vent de révolution souffle dans les mentalités du pays. Les Abatanga Mucho, un groupe d'hommes vivant en milieu rural et qui trouvent au moyen de théâtre le moyen de changer les mentalités et lutter contre les violences conjugales. Aujourd'hui, nous accueillons Christine Nahé en direct du Burundi, mais vous êtes plus connue sous le nom de Maman Dimanche. Vous êtes notable en charge des règlements de conflits domestiques au sein des foyers de votre communauté à Bujumbura, ancienne capitale du pays. On doit votre surnom à votre volontariat caritatif auprès des enfants et étudiants démunis, à qui vous offrez un repas le dimanche, entre autres fournitures scolaires. Retraité en journalisme, vous êtes volontaire de la Croix-Rouge à la mairie de Bujumbura. Bonjour Christine Nahé. Bonjour. Et nous sommes également avec le docteur Gilles Lazimi, médecin généraliste en France, à Romainville, en Seine-Saint-Denis, et militant féministe au collectif féministe contre le viol et à l'association SOS Femmes 93. Vous avez conduit plusieurs campagnes de sensibilisation de violences faites aux femmes. On parlera de l'une d'entre elles durant cette émission. Bonjour docteur. Bonjour. Pour chaque pays que nous explorons, 2 invités, européens et africains, nous aideront à mettre en perspective les reportages que vous aurez écoutés précédemment. Si vous n'avez pas encore écouté les 2 parties de ce reportage, il est encore temps de faire une pause pour les lancer. Autrement, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Dans la tête des hommes. Nous enregistrons ce podcast dans des conditions particulières puisque là où je me trouve en France, nous sommes de nouveau confinés et c'est aussi le cas du docteur Lazimi. Quant à Maman Dimanche, elle se trouve à Bujumbura. Dans l'épisode des Abatanga Mucho, nous avons donc fait la rencontre de ces hommes qui, à l'échelle communautaire, essaient de changer les choses en se servant du théâtre, des scénettes pour dénoncer ce qui ne va pas. Docteur Lazimi, qu'est-ce que vous avez pensé de ce reportage et pensez-vous que cela puisse se faire en termes de solutions dans les pays européens? Alors oui, le théâtre est utilisé déjà depuis de nombreuses années aussi dans les campagnes de prévention, des violences. Ça a été aussi utilisé dans les campagnes de prévention du sida ou des toxicomanies. On utilise le théâtre et on utilise aussi le théâtre de l'opprimé. Donc c'est vraiment une très très bonne manière de sensibiliser, de faire participer, de faire réfléchir les personnes sur les situations de prévention. C'est un excellent moyen. Maman Dimanche, avez-vous entendu parler du travail des Abatanga Mucho et qu'est-ce que vous en avez pensé ? Oui, j'avais déjà entendu ça et dans un premier temps, j'en ai été très, très impressionnée, très étonnée aussi, admirative aussi parce que je n'y croyais pas, étant donné les violences basées sur le genre et dans lesquelles nous avons vécu depuis très, très longtemps et qui s'observent dans plusieurs foyers, donc dans plusieurs ménages. Et égard à l'éducation de base. Et c'était vraiment très étonnant d'entendre que ça existait, quoi. Alors, j'ai une question pour vous deux qui concerne la masculinité toxique. Quelle est la place de la masculinité toxique dans vos sociétés respectives au niveau des violences de genre et violences conjugales? On va commencer peut-être avec le docteur Lazimi. Alors je sais pas moi, en gros ça concerne l'image de l'homme dans notre société, ça concerne l'éducation et ça concerne ces hommes qui sont violents parce que la société leur a permis d'être violents et parce qu'ils ont été éduqués dans une démarche où l'homme serait le dominant, serait le possesseur, serait celui qui décide et celui qui possède l'autre et qui possède celle qui a un statut inférieur, ce qui serait la femme. Clairement, les hommes violents sont des hommes qui considèrent la femme comme étant leur objet, comme étant leur chose et comme étant sous leur domination.
l'éducation est clairement responsable, la société est clairement responsable, les inégalités entre les hommes et les femmes sont dans notre société flagrantes, même si on évolue, même si on avance, et il est clair que cette éducation des hommes rend cette société inégalitaire, et la place des femmes n'est pas ce qu'elle devrait être. Donc très clairement, ces hommes violents ont été éduqués dans la violence. Ces hommes qui frappent leurs femmes, qui violentent leurs enfants, sont souvent ont été des enfants qui ont vu comment on traitait leur mère ou leur cousine ou leur voisine dans leur famille, et sont des hommes qu'on a éduqués dans la violence, dans la résolution de conflits par les coups et par la violence, et donc ils s'adressent à des personnes, ils s'adressent à leurs femmes ou à leurs enfants comme étant des êtres qui ne sont pas en capacité de comprendre. Donc ils utilisent la violence, et cette violence, elle leur a été inculquée, et elle leur a été inculquée par les stéréotypes et par une éducation qui prône le leadership aux hommes et qui prône la domination aux hommes. Donc très clairement, ces hommes violents sont le produit de notre société, le produit de notre éducation, et il faut que tout à chacun, à l'école, dans la société, dans les familles, on change l'éducation des garçons et des filles pour qu'il n'y ait plus de violence, plus d'empathie, et que les rapports soient égalitaires, et que les femmes puissent faire les travaux et les emplois qu'elles désirent, qu'elles puissent aller à l'école, et bien montrer qu'un homme égale une femme, et que l'égalité homme-femme est essentielle pour qu'il n'y ait plus de violence dans notre société. Christine Néa, est-ce quelle est la place de la masculinité toxique au Burundi ? Oui, la place de la masculinité toxique au Burundi, elle est présente, elle date de très longtemps déjà, parce que bon, au niveau de l'éducation, les filles et les garçons n'étaient pas éduqués de la même façon, déjà à la naissance entre nous. Donc, une femme qui a accouché d'un garçon et une autre qui a accouché d'une fille, elle n'était pas vue de la même façon par la belle famille, parce que le garçon de la naissance, il était perçu comme l'héritier de la famille, alors que la fille, donc dans la mentalité était donc vouée à partir, donc fonder un foyer, donc elle était considérée comme étant en dehors de la famille, parce que pas héritière. Alors, la place de la masculinité dans notre pays, pour la plupart des hommes, ils se prennent toujours comme des supérieurs aux femmes, supérieurs qui peuvent se permettre de tout sur leurs femmes, des violences conjugales, des violences donc qui se voient qui peuvent s'observer facilement par des violences physiques, violences psychologiques. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer les principaux obstacles rencontrés par les victimes en France, et puis peut-être après on poursuivra avec le Burundi? Notre société, pendant des siècles, a minimisé, a banalisé, a justifié même les violences envers les femmes. A justifié que le corps des femmes appartenait au mari ou appartenait aux familles, et qu'on vendait les femmes très clairement. Donc là, la société est responsable. Je voulais dire qu'on progresse quand même, très clairement, et que si en France on considère qu'un homme sur 10 est violent avec sa femme, il y en a 9 sur 10 qui ne le sont pas. Donc on espère que tous ces hommes vont faire en sorte d'aider et de faire changer ces hommes violents et de faire changer la société. Pour les victimes, quand on est une femme victime de violence, dans une société qui ne reconnaît pas ses droits et qui pense que la famille et être mariée, c'est le summum de la vie d'une femme, c'est difficile quand on est victime. Parce que être victime de violence, c'est d'abord perdre l'estime de soi, avoir honte, avoir peur pour soi, pour ses enfants, être dans l'incapacité de comprendre ce qui se passe, être dans la méfiance, dans la crainte des autres. Et c'est surtout aussi penser qu'on est responsable des violences qu'on subit, parce que la société nous fait croire que ces femmes-là, si elles ne sont pas heureuses, c'est de leur faute, elles n'ont pas fait le nécessaire, et le fait qu'elles soient mariées, c'est déjà
tellement formidable. Donc pour cette victime, c'est très difficile de s'échapper, de penser les violences. Donc elles ne peuvent pas s'échapper, elles ne peuvent pas s'isoler, et puis elles ne peuvent pas en parler à la famille, parce que la famille leur mère leur dit, mais attends, nous aussi on a vécu ça, tu dois supporter, tu as des enfants, tu as un toit, tu as à manger, et puis tu dois protéger tes enfants, donc c'est très très compliqué de penser les violences. C'est pour ça qu'il faut qu'on puisse les aider à le penser, et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des structures qui puissent les accueillir, entendre leurs paroles et leur expliquer avant tout que, 1, on n'a pas le droit d'être frappé, que 2, rien ne justifie qu'on soit victime de violence, qu'on peut être aidé et qu'avec elles, on va essayer de réfléchir à comment faire pour faire changer les choses. Et les choses changent. Elles changent en France, elles changent dans de nombreux pays d'Afrique où, très clairement, grâce aux actions qui sont mises en place, il y a une prise de conscience qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus de femmes ne vont pas accepter, vont être aidées et qu'on va faire changer la société pour que ces femmes victimes de violences puissent sortir des violences, comprendre ce qui se passe et puis mettre en place, aidés par des associations, aidés par des gouvernements, aidés par l'éducation, sortir des violences. Christine Haé? Oui, les principaux obstacles, c'est le silence. C'est le silence. Parce que, donc, les femmes qui sont victimes de violences, et quel que soit le genre de violence, elles ne s'expriment pas. C'est un tabou. Une femme qui est battue par son mari, elle dira, le lendemain, il a peut-être un fond un peu gonflé. Elle dira, je me suis cognée sur un mur, donc, il y avait pas de lumière chez moi. Donc, c'est le silence complet qui est autour. Parce qu'elle ne peut pas dénoncer son mari. Nous avons été éduqués comme ça. Alors, parce que si elle le dit, ou bien si elle s'enfuit vers sa famille, elle est marginalisée, elle va être pointée du doigt comme celle qui n'a pas pu donc tenir son foyer. Et puis il y a aussi des préjugés. Celle-là, elle a abandonné son mari. Celle-là, elle a pas. Donc ce sont des principaux obstacles. Parce que quand bien même à la maison, quand elle va chez elle, elle ne sera pas la bienvenue. Parce qu'elle dit, la famille dit, on n'a pas où vous mettre. Vous avez déjà un mari. Parce que je n'ai pas dit que, même dans l'éducation, les filles n'étaient pas, donc, vues dans un premier temps comme étant celles qui pouvaient avoir des diplômes. Un diplôme pour la fille, c'était un mari. Un diplôme pour la fille, c'était un mari. Donc, maintenant, quand ça ne va pas auprès de son mari, elle ne peut pas se réfugier chez sa famille. Autre obstacle, c'est que la pauvreté aussi. La pauvreté joue un rôle très important parce que elle se dit, je suis battue, je suis donc traitée comme il faut, pas comme il faut du tout par mon mari, mais où aller? Je n'ai pas de moyens, je ne peux pas bâtir ma maison, je ne pourrais pas avoir une propriété foncière pour cultiver. Et pour les femmes, donc, des milieux urbains, elles disent, le loyer d'une maison, où est-ce que je vais trouver le loyer? Comment est-ce que je peux vivre? Donc, l'équipement, tout ça, ça joue. C'est la pauvreté. Parce que si les femmes étaient indépendantes, du moins économiquement, elles ne permettraient pas d'être opprimées, d'être des victimes de violences. Mais sinon, il y a aussi cet obstacle, et donc la pauvreté, quoi. En plus de l'éducation que nous avons eue, donc, de notre naissance. Alors, je le disais tout à l'heure dans ma présentation, il y a 11 ans, Dr Lazimi, vous avez conduit une campagne de sensibilisation sur les comportements de violence domestique qui passent par des formules toutes simples, des photoportraits d'hommes en noir et blanc, face caméra et en gros plan sur le visage, avec une bulle qui leur fait dire des phrases d'une violence ordinaire. Alors, 11 ans après, comment est-ce qu'on peut mesurer l'efficacité de cette campagne-là ? Il y a plusieurs campagnes que nous avons menées et on avait mené une campagne en 2004, première campagne où pour la première fois sur les affiches, on avait décidé de ne pas montrer les femmes parce qu'avant les campagnes qui s'adressaient aux femmes victimes de violences, c'était leur dire « Madame, téléphonez avant qu'il soit trop tard » et ça veut dire qu'on ciblait les femmes, non seulement elles étaient victimes de violences, mais en plus si elles téléphonaient pas, c'était donc de leur faute et on les culpabilisait en plus. Alors que la cible qu'on a choisie en 2004, c'était des hommes, c'est-à-dire qu'on avait des hommes sur les affiches et c'était important de préciser que ces hommes avaient
avait un discours de prévention d'une part, et de préciser que c'était les hommes qui étaient responsables des violences envers les femmes. Et ainsi, grâce à ces campagnes qu'on a mis en place, ça a permis dans nos cabinets de consultation à ce que les femmes puissent parler des violences qu'elles subissaient. Très clairement, elles n'étaient plus représentées dans la fiche, c'était les hommes, et ça c'était important de préciser quel type de violence. Il y avait une affiche où il y avait écrit un homme, ça ne fait pas mal, tu lui parles bien, la forcer c'est un viol. Voilà, c'est des affiches où le message était donné par un homme et c'était des messages de prévention. C'était important d'inverser la culpabilité. Et avec les victimes de violence, quand elles arrivent à parler, ce qu'on leur dit très clairement, c'est « merci de votre confiance, tout ce que vous allez dire ici est en confidentialité, rien ne justifie les violences, il n'a pas le droit, c'est la loi, je peux vous aider ». Et on pourra ensemble réfléchir à comment faire pour sortir des violences et afin que vous puissiez ne plus être victime de ces violences. Donc les reconnaître comme victimes de violence et respecter leur temps, leurs pensées. Ne pas faire sans elles, faire avec elles. Les aider à comprendre ce qui s'est passé et surtout les déculpabiliser. Souvent, les femmes victimes de violence pensent qu'elles sont responsables des coups qu'elles reçoivent et elles se sentent responsables du fait qu'elles restent. Non, il faut vraiment leur expliquer qu'elles sont formidables, qu'elles ont tout fait pour protéger leurs enfants, qu'elles ont tout fait pour penser les violences et qu'à un moment donné, elles sont en capacité de sortir des violences, mais qu'il faut qu'on les aide et il faut qu'elles soient aidées. Donc c'est très très important de les renarcissiser, de leur redonner de l'estime d'elles-mêmes, car elles sont effectivement formidables et elles arrivent à un moment donné à quitter le domicile ou à être aidées. C'est la fin de la première partie de l'interview et je vous propose de vous retrouver dans 15 jours pour la suite, toujours en compagnie de Christine Hahe et du docteur Lazimi. On préparait l'émission avec moi, Martha Rodriguez, Lilo Montalto-Monella et Naira Davlachian. Laurie Martinez et les studios Ocenta nous ont aidés à produire ce podcast. Je tiens à remercier le centre Hubertine Auclair, le centre francilien pour l'égalité femmes-hommes, qui nous a aidés à prendre contact avec le docteur Lazimi. Vous pouvez visiter leur site internet www.centre-hubertine-auclair.fr. Merci à Natalia Hausner pour la sélection musicale de cet épisode. Dans la tête des hommes est une série de podcasts originale d'Euronews. Pour nous suivre, rendez-vous sur euronews.com/dans la tête des hommes pour plus de vidéos, d'éditos et d'articles sur le sujet.